Aujourd'hui, on part en voyage. Et on ne va pas partir tout seul puisqu'on sera accompagné de notre ami P, un petit point, la forme géométrique la plus simple. Le voyage que je te propose nous mènera au travers de l'espace. Il sera à la fois très court et excessivement long, et tu l'auras peut-être compris, mais à travers le temps aussi, mais surtout à travers les dimensions. Donc oui, on aura beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On va aborder rapidement une théorie qui me fascine depuis bien des années, une théorie qui a été créée par le physicien belge qui s'appelle Georges Lemaître. Dans le jargon, on l'appelle la théorie de l'atome primitif. Elle part d'un postulat simple, et bien entendu, quand on entre dans les détails des calculs compliqués qui s'adressent à tous sauf aux petits néophytes que nous sommes, enfin probablement, je ne juge pas, on peut vite se perdre. Donc pour cette vidéo, on va rester dans la simplicité. Et je vais peut-être commencer par le début. L'information à retenir de cette théorie est très simple, c'est que l'univers est en constante expansion. Ça, c'est largement accepté dans le monde scientifique. Alors évidemment, on reste dans le monde scientifique, donc si t'as une meilleure idée à proposer, je t'invite à tenter ta chance au prix Nobel. Parce que crois-moi, si t'as raison, on va faire beaucoup de pognon ensemble. Mais revenons-en à ce que je disais. Commençons par le début. Remontons 13,8 milliards d'années en arrière vers un événement dont on a tous déjà entendu parler. Aie conscience qu'il est très compliqué d'apporter des informations exactes sur ce qu'il s'est passé autour de cette période de l'histoire. Le Big Bang, personne n'était là pour être témoin de ce qui s'est passé, donc on théorise. Et l'une de ces théories m'amuse assez bien. Ce petit point-là que tu viens de voir péter, on l'appelle la singularité. En gros, l'idée serait que l'univers entier se serait retrouvé condensé en ce point. C'est un peu tordu, mais écoute, moi j'y étais pas, les personnes qui se penchent dessus sont largement plus compétentes que moi, donc après tout, pourquoi pas. Mais si tout était enfermé en un point, ce n'est pas que les éléments matériels qui étaient absents. L'espace, le temps, les dimensions, rien de tout ça n'existait avant le Big Bang. Et quand on compare P, notre compagnon de voyage, rappelle-toi, à cette singularité, finalement, on se rend compte qu'ils sont très semblables. Dans les deux cas, on pourrait parler de dimension zéro. Pas de gauche, pas de droite, pas de haut, pas de bas, pas d'avant, pas d'arrière, rien de tout ça, pas de mouvement. C'est difficile à imaginer, Mais offrons justement à P une possibilité de mouvement unique, une dimension. Pour ça, il suffirait d'étirer ce point en une barre. Maintenant, P peut se déplacer de gauche à droite, crois-moi, il est ravi. Mais au niveau mathématique, cette dimension offre déjà beaucoup. Des droites, des demi-droites, des segments de droite avec lesquels on peut faire bien des choses, on en a déjà parlé. Mais si tu connais le monde des maths, ce n'est pas suffisant parce que ce n'est jamais suffisant finalement. Alors, ajoutons une seconde dimension. On pourrait étendre notre barre jusqu'à former un carré, par exemple. Ceci deviendrait la plaine de jeu de P, et si on s'approche un peu, on peut déjà voir P qui se balade un peu partout. Il découvre des choses qui, pour toi et moi, sont totalement acquises. Mais cette dimension vient de nous offrir le nécessaire pour travailler sur ce qui nous intéresse. Mathématiquement, cette dimension ajoute une quantité astronomique de choses, c'est un boost énorme. Tellement de choses en fait qu'on ne va pas encore ajouter la troisième dimension. On fera ça plus tard, sois patient. On va commencer ici par la base. Une seconde dimension, ça ajoute la possibilité de créer des formes comme des carrés, des triangles, des cercles et bien d'autres. Et nous aujourd'hui, on va surtout se pencher sur le cercle. Là comme ça, par défaut, quand je te montre un cercle, tu vas peut-être me dire que tu peux pas faire grand chose si ce n'est calculer l'air et éventuellement le périmètre. Mais figure-toi que les choses vont beaucoup plus loin que ça. On va avancer doucement et mêler au cercle un élément que la seconde dimension rend aussi possible, à savoir les angles. On en a déjà parlé. Si je décide de dessiner un angle dans mon cercle, je peux le faire de plein de façons différentes. Mais nous, on ne va en retenir que deux. Alors ça ne fait pas beaucoup, donc reste concentré. D'abord, on pourrait imaginer un angle avec le sommet qui serait au centre du cercle. Et vu que les matheux sont super créatifs, ils ont décidé d'appeler ça un angle au centre. Je te jure. L'autre possibilité serait de placer l'angle sur le cercle en lui-même, comme ici par exemple. On appelle ça un angle inscrit. Mais c'est tout. On n'abordera que ces deux cas. Alors oui, je sais, tu en as d'autres, mais ici, il n'y a que ces deux cas-là qui nous intéressent. Comme tu peux le voir, ces deux angles ont des choses en commun. D'abord, les deux vont couper le cercle en deux points. La partie du cercle qui se trouve entre l'angle s'appelle l'arc. Et si tu es super perspicace, tu te rendras compte qu'en fait, des arcs, t'en as deux. T'as celui auquel on pense souvent par défaut, à savoir celui qui se trouve réellement dans l'angle en lui-même, et celui auquel on ne pense pas forcément au premier coup d'œil, à savoir celui qui se trouve à l'extérieur de l'angle. Parce que oui, ça c'est un arc aussi. Du coup, une question tout à fait légitime que tu pourrais te poser, c'est comment faire référence au bon arc ? Parce que vraisemblablement, parler de l'arc AB ne suffit pas, vu que sur mon dessin, tu vois bien que j'en ai deux qui sont délimités par A et B, un bleu et un orange. Pour bien faire, on doit manuellement ajouter un point, par exemple X ou n'importe quoi d'autre, et parler de l'arc AXB. Regarde, sur mon arc orange, j'ai déjà un point C qui appartient à mon angle inscrit, donc je peux sans souci parler de l'arc ACB. Note que la notation d'un arc ressemble fort à celle d'un angle, mais ce n'est pas la même. Sur un angle, j'ai un chapeau qui forme un angle, et sur un arc, j'ai un chapeau qui forme un arc, donc on ne tombe pas dans le piège. Ensuite, si j'essaie de tracer un segment de droite qui comprend les deux points d'intersection entre l'angle et le cercle, je suis en train de dessiner ce qu'on appelle une corde. T'as compris la ref ? L'arc, la corde, un arc à flèche quoi. Moi je suis sûr que le mec qui a inventé ça est trop fier de lui. Et je clôturerai par ceci. Un angle au centre, dans un cercle évidemment,
a très exactement le double de l'amplitude d'un angle inscrit dans le même cercle, à condition qu'il intercepte le même arc. Autrement dit, si je prends un angle au centre dans un cercle, et que dans le même cercle, je décide de dessiner un angle inscrit qui intercepte le même arc, eh bien l'amplitude de l'angle au centre sera très exactement 2 fois plus grande que celle de l'angle inscrit. Et dans le sens inverse, du coup, l'amplitude de l'angle inscrit sera la moitié de celle de l'angle au centre. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Je te laisse bûcher là-dessus pendant que je prépare la suite. Du coup, bisous, à plus.